Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mac, vous le savez, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission, fort de son succès. La journée des jobs d'été fait son retour. Rendez-vous à Saint-Ouen, ce sera le 15 avril. 3000 offres d'emploi pour voir à l'occasion de cette 32e édition. Mais dans quel secteur? Élément de réponse avec nos invités dans un instant. Repérer un job, c'est bien. Savoir se vendre, c'est encore mieux. Voir même essentiel pour décrocher l'emploi visé. Comment se présenter, avec quelle posture, quels mots faut-il utiliser, comment convaincre en 5 minutes chrono. Élément de réponse là aussi dans un instant. Et puis l'orientation, on le sait, c'est pas un secret, ce n'est pas le point fort du système français. Dans un monde en constante évolution où les métiers se transforment, il est essentiel de repenser l'orientation scolaire et professionnelle. On pose là aussi toutes ces questions à nos deux invités que je vous présente tout de suite. Bonjour Amadou Boy. Bonjour. Jerry P, comment ça va? Ça va très bien. Je suis un peu ému. On s'est vu il y a 2 ans. On s'est vu il y a 2 ans. Ça cartonnait, ça continue à cartonner. Ouais, 30e. On en est déjà à la 32e édition. C'est une histoire qui marche. Une histoire qui marche, toujours à Saint-Ouen, le 15 avril, c'est ça? Absolument, de 10h à 17h. On attend beaucoup de jeunes. Oui, avec un programme dont on parle dans un instant, le conseiller CIDJ référent emploi. On est également en Skype avec un autre invité. Il s'agit de Seth Brizard-Prévost. Bonjour Seth, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, vous êtes coordinateur vacances de l'Association des familles d'enfants handicapés qui a été créée en 1969. En 2 mots, c'est quoi cette association, s'il vous plaît? C'est avant tout une association de parents qui accompagne des parents, des frères et sœurs d'enfants et d'adultes en situation de handicap. Sur tous les plans de la vie, aussi bien un accompagnement juridique qu'un accompagnement sur les vacances et sur tout un tas de choses. Oui, c'est ça, avec un gros volet sur les vacances, c'est ça, Oui, tout à fait. Ça fait partie des forces de cette association de proposer et d'organiser des séjours de vacances adaptés. Et j'imagine que vous allez faire un petit peu votre marché, que vous allez draguer, si je puis dire, quelques jeunes, effectivement, à l'occasion de ce salon. La journée des jobs d'été 32e édition, le mot d'ordre, Amadou, c'est tous à Saint-Ouen? On y va? Tous à Saint-Ouen et une préparation un peu en amont pour convaincre les employeurs qui recevront tous les jeunes qui seront présents. Qu'est-ce qu'elle aura de singulier, cette 32e édition? Il faut s'attendre un petit peu aux mêmes surprises que la 31e édition qui était placée, si je me souviens bien, sous le signe, et on le comprend, des Jeux Olympiques. Qui a occupé une part très très importante sur les besoins des organisateurs des Jeux Olympiques, sur les fonctions d'accueil. Il y avait plus de monde du coup? Ah oui, davantage de monde. Les Jeux Olympiques à eux seuls sont recruteurs d'un contingent assez important. En plus de job d'été, du CIDJ, 31e édition. Donc effectivement, c'était un événement colossal qui a mobilisé énormément de jeunes et beaucoup d'entreprises. Et alors, qu'est-ce que vous nous prévoyez pour cette 32e édition? Combien d'entreprises, combien d'offres d'emploi et combien de personnes attendez-vous? Vous savez un petit peu pas? On a fait l'inventaire hier. Au niveau des inscriptions, on décompte 2000 jeunes qui sont attendus. 2000 jeunes déjà. 3000 offres d'emploi sont déjà proposées dès à présent. Et le décompte n'est pas encore terminé parce qu'on attend aussi la confirmation d'autres entreprises. On retrouve des entreprises qui traditionnellement sont recruteuses. On va retrouver l'hôtellerie-restauration, les fonctions d'accueil, on va retrouver les secteurs de l'animation, on va retrouver les secteurs de la vente, on va retrouver les secteurs de l'agriculture, je l'ai dit tout à l'heure, travailler au grand air, ça fait aussi du bien. On va retrouver les secteurs, je l'ai dit tout à l'heure, de la grande distribution avec des enseignes comme Carrefour, Franprix, mais aussi le secteur des assurances. Le secteur des assurances et Groupama qui a exprimé des besoins énormes pour recruter effectivement des chargés d'assistance. Aussi le secteur de la production, le secteur des services avec une grande enseigne comme Elis. Un conseil pour les jeunes qui viennent, qu'ils comprennent qu'il y a un temps de préparation, c'est-à-dire que... on ne peut pas venir les mains dans les poches, quoi. C'est ça, il y a un temps de préparation et surtout qu'ils viennent avec les documents, c'est un pléonasme de le dire, un CV qui soit adapté, s'informer sur les entreprises qu'ils souhaitent rencontrer, s'informer sur les métiers, s'informer sur les produits, s'informer sur les façons de travailler. Comme ça, pendant les 5 minutes que chaque employeur accordera effectivement aux jeunes présents, le jeune pourra effectivement non seulement exprimer ses motivations et son intérêt pour l'entreprise, mais pourra montrer à l'employeur que je connais effectivement quels sont les process, quels sont vos produits, quels sont vos services, et j'ai compris comment vous travaillez. C'est une façon aussi d'exprimer sa façon aux jeunes de rejoindre telle ou telle enseigne. Seth Brizard-Prévost, qu'est-ce que représentent les jobs d'été pour la jeune génération? Quel est votre sentiment?
Difficile à dire, d'autant plus que nous on est sur un secteur associatif qui peut parfois rebuter les jeunes car c'est un investissement différent dans le sens où, surtout dans le cadre de l'animation, on demande de faire énormément d'heures, on demande beaucoup d'investissement personnel, c'est un travail qui se fait en vie collective, loin de chez soi. Donc c'est à la fois, je pense, une expérience, mais aussi on fait face de plus en plus à des jeunes qui sont réticents à avoir cette approche-là de l'emploi saisonnier. Je vais vous demander dans un sens ce que vous recherchez, justement, quelle qualité vous recherchez pour vos animateurs, notamment pour vos séjours, pour vos vacances. Juste après, eh bien, quelques réactions que l'on a compilées, ça donne ça. Un bon souvenir que je garde, c'est un monsieur, c'était un boucher qui travaillait dans le supermarché. Et il était adorable, on faisait toutes nos pauses ensemble. Il avait, je crois, 60 ans et à chaque pause, il me racontait les anecdotes un peu épicées qu'on disait pas à tout le monde. Je me rappelle, j'étais amenée à faire une interview sur une entreprise qui venait d'ouvrir, et c'était une entreprise qui lavait en fait les bâtiments industriels, et qui parfois en fait devait laver aussi des bâtiments où il y avait eu par exemple des crimes, des scènes de crimes. Du coup, je me rappelle, je m'étais trompée dans l'article. J'avais dit qu'en fait, il déplaçait les corps également, alors qu'en fait, c'était pas du tout ça. C'était vraiment les pompiers ou le SAMU qui s'occupaient des corps, et eux, ils faisaient que nettoyer. Ils s'occupaient pas des corps. Et du coup, j'avais complètement... je m'étais plantée quoi dans l'article. Alors, le souvenir qui m'a marqué pendant les soldes, donc en fait, à chaque fois que le magasin fermait vers 19-20 heures, on se retrouvait avec des tables de milliers de culottes, de pyjamas, de jeans, de pulls. Et voilà, c'était à nous de ranger. Donc on y restait jusqu'à 22-23 heures. Je me rappelle que le soir, on avait des tables de présentation et il y avait des clientes qui arrivaient, qui mettaient tout par terre. Et donc on se retrouvait des fois le soir à avoir plus d'articles en fait par terre que sur les tables ou les présentoirs. Et on mettait littéralement 2 heures le soir à tout ranger. Et c'était vraiment pas terrible, quoi. C'est pas cool sur le moment, mais ça reste forcément des bons souvenirs. Et effectivement, ça nous construit. Il y a quand même cette image que ça reste quand même beaucoup de travail et au final, pas beaucoup de sous. Il faut commencer par là. Il faut commencer par là. On est sur le minimum en termes de salaire. Là, l'objectif sur un job d'été, effectivement, les motivations sont pécuniaires. Mais il ne faut pas espérer devenir Crésus au sortir des 2-3 mois de la période estivale. En sachant que la plupart des jeunes, quand même, ça reste un revenu important pour la rentrée, pour financer des études. Bien sûr. Il y en a qui essaient de prolonger d'ailleurs l'aventure. D'un job d'été, ça devient peut-être un job assez récurrent pour pouvoir financer son train de vie, son quotidien. Ça devient un job étudiant. Ça devient un job étudiant. La plupart des entreprises qui se représentent les 15 avril recrutent peut-être pas sur les mêmes volumes, mais toute l'année scolaire et universitaire ont des besoins. Je pense au secteur de la grande distribution qui recrute des employés de libre-service sur des fonctions polyvalentes, la mise en rayon, faire un peu d'étiquetage. Dans le secteur de l'événementiel, fonds de régie recrute toute l'année, tout en s'adaptant d'ailleurs aux emplois du temps des étudiants. Donc effectivement, vous avez raison, les jobs d'été peuvent se transformer sur des volumes d'heures moins importants pendant l'année universitaire. Seth Brizard-Prévost, quel profil allez-vous recruter? Comment vous choisissez vos animateurs justement? Comment vous allez les sélectionner à Saint-Ouen? Nous, ce qu'on attend avant d'un CV, qu'on regarde peu, ça va surtout être une motivation et une envie. On a besoin de gens dynamiques, qui ont de l'énergie, qui sont intéressés par le sujet qu'on porte et qui ont envie de s'investir. C'est avant tout ça qu'on cherche. Pardon. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas forcément être familiers avec le milieu du handicap? Pas essentiellement, non. On a cette chance en plus, ou en tout cas, le fait est que sur les séjours adultes en situation de handicap, on n'a pas besoin d'avoir le BAFA. Donc nous, on n'attend pas vraiment de prérequis. On recrute de tout horizon. Ce qui va vraiment nous intéresser, ce que je vous disais, c'est vraiment l'investissement.
L'investissement, la motivation, vous êtes dans ce sens, effectivement, Amadou? Oui, bien sûr, d'autant plus que moi, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé dans une entreprise de vacances adaptées, qui n'est pas cette structure-là, Ouais. où effectivement, c'était mon premier contact avec les personnes handicapées, où on les accompagnait sur le lieu de vacances. Je me rappelle Et avec du recul, ça vous a apporté quoi, justement? ça m'a apporté une richesse énorme. Ça m'a apporté, ça m'a confirmé d'ailleurs dans mon parcours d'orientation. La preuve, aujourd'hui, c'est dans les métiers de l'accompagnement et du conseil, et on travaille beaucoup sur l'axe handicap. Et c'était une expérience très enrichissante, effectivement, de passer une dizaine de jours avec des adultes, c'était à l'époque, en situation de handicap, parfois c'est un handicap très lourd, où on gérait le quotidien, on faisait des sorties culturelles, le soir on faisait à manger, et on organisait des vraies vacances, comme on le ferait, comme dans des colonies de vacances classiques. Et donc c'est une expérience très, très, très enrichissante. Seth, est-ce que vous comptez justement sur le succès du film d'Artus, un petit truc en plus? Est-ce que ce succès, au final, peut vous aider? Je sais pas vraiment. À vrai dire, on nous en parle peu sur les salons de recrutement. Je pense que ça a forcément eu un impact quelque part quand c'est devenu un sujet de société tout d'un coup. Après, je ne saurais pas vraiment vous dire quelles répercussions concrètes ça a pu avoir. Bien sûr, c'est dur à mesurer. Peut-être nous dire comment vous organisez vos équipes, comment vous les constituez justement pour vos séjours? Nous, on a cette chance de travailler avec ce confort de un animateur pour 2 vacanciers, ce qui nous permet d'accompagner tout type de handicap et tout type d'autonomie sur nos séjours. Et donc on va être sur des séjours de 14 à 22 vacanciers en fonction des lieux. Et à ça s'ajoute une équipe de direction qui, elle, est formée, qui a fait plusieurs années de séjour. C'est aussi quelque chose qui est particulier chez nous, c'est qu'on a beaucoup de montées en compétences de gens qui commencent animateurs jeunes et qui petit à petit vont devenir adjoints, directeurs de séjour. Ça a été mon parcours à moi aussi. Et c'est quelque chose qui est super intéressant et qui est, je pense, valorisable aussi. Vous le disiez tout à l'heure, c'est des expériences qui ne sont pas forcément très rémunératives pour les étudiants, mais qui sont extrêmement valorisables, soit dans une fiche de parcours, soit sur un CV. On peut tirer quelque chose de plus qu'un salaire de ces expériences-là. Sur un plan personnel, comment vous avez connu la FEH? Par un réseau. Une amie de ma mère qui avait sa sœur qui partait avec cette association et qui un été m'a proposé. Moi, j'avais aucune connaissance du handicap, je ne savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds. Et ça a été une vraie révélation, je pense. C'est-à-dire? Ça m'a permis de m'épanouir aussi bien sur le plan professionnel, d'y voir plus clair sur où est-ce que je voulais aller. Et aussi de me recentrer plus personnellement, d'affronter tout un tas de choses, ma timidité, ce genre de choses. Et tout ça m'a fait évoluer humainement. Et c'était aussi des rencontres qui ont été très belles, des amitiés qui se tissent avec des vacanciers, avec d'autres animateurs, des parcours de vie. Il suffit d'un séjour, d'un stage comme le vôtre pour le savoir. Il y a un avant et un après. Je le pense, ouais. Je pense que c'est quelque chose qui ne convient pas à tout le monde, tant c'est particulier tout de même, mais qui, chez un grand nombre d'individus, peut vraiment s'avérer être une expérience enrichissante et qu'on va avoir envie de poursuivre sur la suite. Quand vous dites particulier, c'est-à-dire? La question est surtout sur... on demande des horaires, c'est des horaires très importants de travail. C'est une capacité aussi à accompagner les vacanciers aussi bien sur tout ce qui va être animation, mais aussi on leur demande de les accompagner sur ce qu'on appelle la vie quotidienne, à savoir les douches, les toilettes, les repas. Donc il y a tout ça s'ajoute et fait que tout le monde n'est pas en capacité, ou en tout cas n'est pas fait, je pense, pour ça. Ça se découvre sur le tas, ça s'accompagne. Je pense que personne ne ressort vraiment traumatisé de cette expérience-là. Mais il y a des gens qui vont plus ou moins aimer et plus ou moins avoir envie d'y retourner. Mais au final, est-ce qu'on n'acquiert pas les compétences qui sont si recherchées en ce moment par tous les recruteurs du monde? J'imagine, ouais, je pense. En tout cas, on va apprendre la créativité, la spontanéité, le travail en équipe, toutes ces choses-là qui font que derrière, moi je suis convaincu que peu importe le parcours professionnel qu'on envisage, au-delà de ça, c'est des compétences qui sont importantes et qu'on va acquérir sur ces séjours. Amadou Boye, on le rappelle, le rendez-vous est pris, c'est le 15 avril prochain, du côté de Saint-Ouen, bien évidemment. 2000 personnes attendues, 3000 offres de stage à pourvoir déjà, donc il y en a véritablement pour tout le monde, avec des conférences aussi au programme, avec notamment pour thème
j'ai repéré le 5 minutes pour convaincre. Oui, Ouais. oui, parce que, encore une fois, le jeune qui a 17 ans ou qui est en première année à la fac, qui n'a pas d'expérience professionnelle, cette expérience de se mettre devant un employeur et de défendre son bout de gras, si je peux dire, d'exprimer ses motivations, c'est pas forcément inné chez tout le monde. Et surtout qu'on ne travaille pas. Surtout Fin qu'on d'émission, travaille pas. on ne travaille pas l'oralité, on travaille, très peu, quoi. Donc, Très peu, très peu. Et donc là, c'est une oralité à travailler en direction de l'employeur qui est en face, qui lui, tous les propos, tous les mots que vous dites, il se projette sur le poste qu'il vous promet que vous allez tenir. Donc lui, il se projette sur le poste qu'il connaît très bien. Vous Donc, dites 5 minutes pour convaincre, mais quoi, en 30 secondes, il se fait déjà son idée, le recruteur. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les recruteurs? Et déjà, sur la présentation, il y a des choses simples. Par exemple, sur les métiers de l'accueil, sur les fonctions d'accueil, venir attendre d'abord qu'on nous invite à nous asseoir. On est sur des compétences sociales de bon sens, vous voyez. Regarder la personne dans les yeux, attendre qu'on nous invite à nous présenter, et puis dérouler sur pourquoi je suis là, qu'est-ce que je sais de l'entreprise, quelles sont mes compétences. Parfois, j'en ai pas, mais c'est pas grave. J'en ai toujours parce que je suis étudiant, parce que je fais du sport, parce que je suis militant dans une association, parce que je fais du bénévolat, parce que j'ai voyagé, parce que j'ai des compétences linguistiques, parce que effectivement j'ai des compétences sociales autour de l'adaptabilité. Tout à l'heure, effectivement, avec le collègue sur les métiers de handicap, vous disiez tout à l'heure, il y a des compétences sociales, l'adaptabilité, toutes ces choses-là. Chaque jeune, dans son parcours, que ce soit d'études ou social, il y a toujours 2-3 compétences sociales, de soft skills, comme on dit, qu'il est intéressant de mettre en avant et de mettre en perspective de l'employeur qu'on a en face. Il y a une forme de pression, quand on doit choisir le bon animateur, la bonne animatrice. Comment vous faites? Moi, j'aurais tendance à considérer qu'un recrutement, de toute manière, c'est toujours un pari. Qu'on ne peut jamais prédire la personne qu'on aura en face une fois qu'on sera sur le terrain avec les vacanciers. Donc, on a toujours espoir que ça se passe bien. Et puis, en fait, on mise sur quelqu'un. Et ça marche ou pas, on verra ensemble. On accompagnera, on formera. Et puis, on fera tout pour que cette expérience soit bénéfique à la fois pour nous et pour la personne qu'on a recrutée. Quand on a l'impression d'avoir repéré un bon profil, un bon recrutement, comment on dissipe parfois les doutes, s'il y en a? Moi, j'aurais beaucoup de mal à répondre à cette question. Je vous avoue que la plupart du temps, quand il y a un doute, on a quand même pas mal de demandes. Donc, quand il y a un doute, souvent, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de doute et qu'on passe à quelqu'un d'autre. De la candidature à l'embauche, les incontournables pour décrocher son premier job. Là aussi, effectivement, pendant cette journée ô combien importante, vous allez donner les clés à tous ces jeunes qui viennent vous voir avec Internet, avec tous les réseaux sociaux. Ils arrivent un peu plus préparés qu'avant. Il y a quand même plus de ressources où ils n'ont pas forcément le réflexe d'aller chercher sur Internet. Oui, mais quand on creuse un peu, on se rend compte que sur les techniques, sur la méthodologie, il y a des choses qui sont encore perfectibles. Même si aujourd'hui, avec l'IA, ChatGPT, ils arrivent quand même à trouver des informations. Mais l'idée dans le recrutement, c'est que c'est pas une science exacte. Et l'idée, c'est qu'il faut que chaque candidat aussi personnalise sa présentation, personnalise son approche avec l'employeur. Alors, les incontournables, le premier d'entre eux, avoir un CV quand même qui soit orienté. Nous, on conseille quand même, quand je vais rencontrer Carrefour ou Fonds de Régie ou un restaurant, de préparer quand même 2-3 CV qui soient orientés, ne serait-ce que sur le titre, pour ces entreprises-là. Recueillir quand même 2-3 informations incontournable dans ma présentation pour chacune de ces entreprises-là qui n'ont pas les mêmes critères. On en parlait tout à l'heure, c'est disponibilité. Les employeurs sont très regardants sur les jobs d'été. Quelles sont vos disponibilités? Parce qu'ils détestent vous former pendant 1 semaine, 2 semaines. Et là, la 3e semaine, le jeune, effectivement, s'en va parce qu'il a des vacances. Donc, être transparent sur ses disponibilités. Et puis, oui, parler de soi dans la mesure où assumer le fait que aussi, j'ai besoin de travailler non seulement pour découvrir l'entreprise, mais aussi pour gagner des sous. C'est pas un tabou. 7, pour ceux qui rejoignent l'association des familles d'enfants handicapés, pour vos animateurs, vos animatrices, est-ce que vous distillez du coup une formation? Comment ça se passe? Qui est assez long.
étant donné qu'il n'y a pas de formation prérequise pour cet emploi-là. Donc on va former d'abord sur un week-end en amont, à peu près un mois et demi avant le séjour, où l'équipe de direction va proposer tout un tas de temps de formation, de sensibilisation au handicap et à l'animation avec son équipe. Et après, ça va être en amont du séjour, on va faire une présentation des vacanciers, on va échanger ensemble sur leurs spécificités, leurs envies pour le séjour. Et puis après, c'est aussi une formation qui se fait au long cours, en continu, pendant le séjour, avec un accompagnement, et puis aussi une confiance qui se tisse entre l'équipe de direction et les animateurs. C'est peut-être l'un des termes les plus importants, effectivement, pour ces jeunes qui viennent, qui se mettent un petit peu à nu devant les recruteurs. C'est effectivement ce lien de confiance, trouver la confiance. Trouver la confiance et puis, parfois déconstruire certaines choses qu'ils croient être efficaces dans la façon de faire, effectivement. Ouais. Par exemple, sur la présentation, je l'ai dit tout à l'heure, sur le CV, sur l'attitude, sur le langage. On ne peut pas se permettre d'être familier, même si au quotidien on parle de façon familière. Voilà des petits détails sur lesquels on va attirer l'attention du jeune pour les 5 minutes d'échange qu'il aura avec les différents employeurs. Si vous deviez, Seth Brizard-Prévost, résumer votre approche au sein de l'association des familles d'enfants handicapés, quelle est votre approche, quelle est votre philosophie au final? Des vacances comme les autres, avec les autres. Je pense que nous, c'est ça qu'on porte comme valeur avant tout. C'est l'inclusion, la solidarité, la mixité. C'est toutes ces valeurs sociales qui font, je pense, l'ADN de l'association et des emplois qu'on propose. Vous avez le sentiment, Amadou Boye, avec les dernières éditions, là on passe du coup à la 32e édition effectivement, qu'il y a cette quête de sens, même concernant les jobs d'été de la part des jeunes ou pas forcément, pas encore? Il priorise effectivement les emplois avec du sens, avec une quête de sens, dans une approche idéale, c'est qu'il préfère. Mais il reste parce que souvent ça rime avec emploi du temps un peu à rallonge, enfin on compte pas ses heures. Effectivement, il recherche des profils de gens qui ont besoin de transmettre, qui ont besoin de soutenir. Effectivement, en termes d'emploi du temps, j'imagine que l'amplitude est quand même assez, je vais poser la question après, mais assez importante. Bien sûr, pour la période estivale, effectivement, on peut supposer que les étudiants sont d'une disponibilité totale et que l'association qui travaille avec les enfants en situation de handicap s'enquiert quand même effectivement des disponibilités des jeunes. Il me semble que d'ailleurs on peut choisir ces disponibilités, on n'est pas obligé de s'engager du mois de mai au mois de septembre, donc on peut donner ces disponibilités. Je suis disponible du 1er juin par exemple au 30 juin. Pour revenir sur la quête de sens, oui, moi ça me paraît important. C'est vrai que les jeunes dans les emplois qualifiés après leur formation, effectivement, c'est une priorité chez eux. C'est quelque chose qui revient très souvent. Donc, bien évidemment, même sur des jobs d'été où, effectivement, la motivation première est pécuniaire, dans le meilleur des mondes, ils souhaiteraient quand même occuper des emplois avec un sens du relationnel, un emploi avec un impact social certain. J'imagine que pour beaucoup, effectivement, les emplois qui viennent d'être présentés ici peuvent correspondre à beaucoup de jeunes qui ont cette quête de sens et qui veulent occuper un emploi avec un impact social certain. Parce qu'effectivement, ces emplois-là... Dans quelle mesure, justement, ça compte sur le CV maintenant? C'est véritablement pris en compte par les recruteurs? Pas forcément. Non, très clairement. Ce type d'expérience-là, moi, je reste... On ne le fait pas pour ça, mais on demande toujours... Outre-Atlantique, c'est vraiment pris en compte? Bien évidemment. Aujourd'hui, voilà le type d'expérience qu'il est possible de valoriser à outrance, pratiquement dans beaucoup de secteurs d'activité. Parce qu'on parle d'adaptabilité ici. On est quand même avec des publics, monsieur l'a dit tout à l'heure, la prise en charge, elle est totale. On n'est pas sur des vacances séjour avec les ados, on fait à manger, 2-3 frites, on va au musée. C'est-à-dire la prise en charge, elle est totale. C'est des personnes qui ne sont pas autonomes. Du matin au soir, c'est une activité qui est assez prenante. Donc si l'intérêt, je ne parlerai pas de vocation, mais en tout cas, si on n'est pas animé par un certain sens, voilà le type d'activité, le type de public que je ne vais pas accompagner. Donc, pour répondre à votre question, voilà des types d'expériences où les compétences sociales et soft skills sont valorisables, transférables demain dans les emplois qualifiés qu'occupent ces étudiants-là pendant la période estivale. Comment on peut vaincre sa peur? Je pense à vos jeunes animateurs. J'imagine qu'on a tout de même
parfois très jeunes, pas mal de responsabilités. Et puis je vous posais aussi la question sur l'emploi du temps, parce que vous m'avez dit qu'effectivement, eh bien, il faut participer aussi au quotidien de ces personnes porteurs de handicap. Sur la question des responsabilités, je pense que l'accompagnement que proposent nos équipes de direction fait que ça vient petit à petit, qu'on ne nous dit pas tout de suite vas-y fonce. Au début on est très accompagné, puis petit à petit l'équipe de direction s'efface, laisse les animateurs travailler. Et d'un coup, on se rend compte qu'on a énormément de responsabilités sans l'avoir vu venir, et on se rend compte surtout qu'on en est capable, et c'est extrêmement valorisant. Derrière ça, la question des horaires est aussi très forte. C'est vrai que nous, on emploie 6 jours sur 7, sur 2 à 3 semaines consécutives, à raison de 8h, 23h par jour, avec 2 pauses de 20 minutes. Enfin, c'est des conditions de travail qui sont quand même très denses. On le reconnaît, on le sait, mais on ne le fait pas sur juillet, août, on le fait sur 2 ou 3 semaines, une partie de son été. Derrière, on se repose, évidemment. Et à la fin du séjour, on a toujours le sentiment du devoir accompli, d'avoir fait quelque chose de grand, d'avoir fait quelque chose de fort, sans l'avoir vu venir. Et je pense que c'est la plus belle des réussites. Et le nombre de fois où, sur des fins de séjour, j'ai vu des animateurs pleurer en voyant les vacanciers partir parce que l'expérience est si forte que, voilà, ils ont le sentiment, vous en parliez, d'avoir fait quelque chose qui avait du sens. C'était aussi intense sur le plan physique que sur le plan émotionnel, c'est ça, hein? Ouais, tout à fait. Ouais. Le plan émotionnel est très fort aussi parce que c'est des rencontres qui sont très touchantes. En fait, les personnes en situation de handicap, on n'a pas l'habitude de les côtoyer dans notre société. Elles sont encore malheureusement trop mises à l'écart. Et de pouvoir rencontrer ce public-là, de se rendre compte qu'en fait, au-delà de la différence, il y a quelqu'un qui est comme moi. Tout ça est une expérience humaine extrêmement enrichissante, extrêmement forte, et que je recommande à tout le monde. Et ils sont même souvent plus forts dans la tête, avec une résilience assez incroyable. On peut trouver un job à l'étranger chez vous ou pas? Absolument. Oh. Si, avec le service Europe International de CIDJ, qui reviendra d'ailleurs. On peut voyager où? Allez, faites-moi rêver là. Oui, bien sûr. D'autant plus qu'il y aura un stand Europe International le 15 avril, pour non seulement informer sur les dispositifs de mobilité qui existent, et des dispositifs, pas seulement Erasmus, je pense au Corps européen de solidarité, avec effectivement un accompagnement méthodologique. On ne gagne pas forcément en dessous, c'est quoi? On est pris en charge, c'est ça? Et en échange, on travaille ou... Alors, sur les dispositifs européens, on peut être pris en charge. Maintenant, sur les emplois à l'étranger de façon classique, oui, ça demande une organisation un peu plus costaud en termes de logistique pour se loger. Quoique, on peut trouver des employeurs qui, avec un hébergement, notamment, je pense, dans le secteur de la restauration, je pense effectivement en Angleterre, où là, la question de visa va se compliquer parce qu'ils sont plus dans l'espace. Ouais, ils sont plus dans l'espace, dans l'Union européenne. L'espace Schengen. On peut partir dans des pays comme l'Irlande, on peut partir dans des pays comme Bruxelles, c'est pas très loin, c'est à côté, en Belgique. Donc oui, effectivement, il y a des jobs à l'étranger pendant cet été qui sont possibles avec des CIDJ. Un petit peu de soleil si possible, s'il vous plaît. Oui. Je pense qu'ils en auront un peu cet été, non? En Belgique, pourquoi pas? Même du côté de Londres. Ils ont l'anticyclone des Açores. Juillet, ça... On verra tout ça. Bon, on a compris, le rendez-vous, le 15 avril, c'est du côté de Saint-Ouen. Et les horaires, vous me les rappelez, s'il vous plaît? 10h. 17h. Merci beaucoup Amadou Boy, conseiller CIDJ référent emploi, d'être venu nous parler effectivement de cette 32e édition. Et merci à Seth Brizard-Prévost, un grand merci à vous, coordinateur vacances de l'association des familles d'enfants handicapés. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le plateau de School TV Le Mag. Et moi je vous dis demain pour d'autres aventures. Merci. Excellente journée. Ciao.